Merci Daniela, merci à tous. Une session qui, je pense, va susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup d'interrogations. On ne parle que de ça depuis quelques années, de l'intelligence artificielle. Alors on se demande si elle va nous permettre d'améliorer nos vies ou si elle va carrément nous anéantir. Alors en matière de prévision météo, les performances de l'IA, elles suscitent quand même beaucoup d'espoir. Alors pour en parler, j'appelle sur scène Félix Barranger qui va animer cette session. Il est consultant en intelligence économique et prospective chez Le Coup d'après, un collectif qui fait des études prospectives, notamment sur le climat, mais pas que. Il habite à Rennes en plus. Et avec lui, Ludovic Lagrange, Yann Amis et Ludovic Arga. C'est à vous. Bonjour à tous. Effectivement, un sujet vraiment d'actualité. On a déjà commencé à l'aborder dans la table ronde précédente et nous allons avoir 30 minutes pour évoquer la question de l'intégration de l'IA dans l'analyse et la prévision météo. On va essayer de prendre 5 minutes de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour gagner un petit peu de temps. Nos trois intervenants, Yann Amis, météorologiste, océanographe et directeur général de Weather Co. Ludovic Argas, spécialiste des enjeux climatiques, énergie et environnementaux au sein du groupe Orange, ancien expert data et IA. Et Ludovic Lagrange, prévisionniste météo à Weather Solutions, qui dirige également les équipes de prévision pour des grands diffuseurs nationaux, dont France TV et M6. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle depuis quelques années, principalement en lien avec l'intelligence artificielle générative que tout à chacun peut utiliser. On va voir pendant nos échanges qu'en fait, ces outils sont déjà implémentés et utilisés depuis plus longtemps que ça, et pas forcément en termes d'IA générative. Euh, et donc, quelques mots très rapides sur des IA, qu'est-ce qu'une IA, pour qu'on ait tous un petit peu les mêmes termes d'utilisation. Donc, on peut considérer que ce sont des outils informatiques qui nécessitent une grande capacité de calcul pour traiter de façon statistique des bases de données qu'on lui soumet et ensuite en tirer des applications concrètes. Pour avoir des compléments de cette définition, évidemment, par la suite. Ludovic, pour commencer, quel est l'impact des technos de l'IA dans les métiers de la prévision? Comment on construit une combinaison optimale entre ces modèles de prévision et l'expertise humaine? Déjà, je voudrais replacer en fait la place du prévisionniste dans la chaîne de production. C'est-à-dire qu'en fait, le prévisionniste, en fait, c'est l'interface entre le modèle, qu'il soit un modèle d'IA ou le modèle physique. Et donc l'interface entre ces modèles et la prévision. Et en fait, il a un rôle clé d'appréhender les biais récurrents et comme ça être capable vraiment bien d'appréhender les faiblesses des modèles. Et ça, c'est un rôle clé. C'est son travail, c'est vraiment d'appréhender les faiblesses des modèles. Je le dis parce que on va comprendre en fait dans le travail du prévisionniste que c'est là son expertise. Donc maintenant, pour revenir à l'IA, l'IA dans l'analyse que fait le météorologue, il y a une place importante qui est aujourd'hui occupée par l'IA. Et cette IA, elle est, on va dire que aujourd'hui, c'est une vraie plus-value dans l'analyse qu'on peut faire. Alors, je vais nuancer un petit peu mon propos, juste pour dire une chose, c'est que l'IA aujourd'hui change pas fondamentalement la façon dont le prévisionniste aborde son travail. Son travail, en fait, le prévisionniste, c'est simplement de regarder les différents modèles, d'étudier ce qu'on appelle les différents runs, qui soient, je ne rentre pas dans le détail, mais les runs déterministes, ensemblistes, on va regarder l'échelle hémisphérique, ce qui se passe, les diagrammes de plumes. Bon, pour le prévisionniste, l'arrivée de l'IA, finalement, elle change pas grand-chose. On regarde vraiment la même chose que ce qu'on regardait avant. On a juste un outil supplémentaire d'aide à la décision. Ça, c'est une première chose qu'il faut dire. Ensuite, j'ai dit que l'IA était une plus-value indéniable. En fait, la preuve, c'est ce qu'on appelle alors c'est un petit peu technique, mais les track records. Les track records, c'est un peu le KPI des modèles. Le KPI des modèles, c'est l'indice de fiabilité des modèles. En gros, on se place au-dessus de l'hémisphère nord, à 5000 mètres. 5000 mètres, c'est là qu'on a à peu près les régimes de temps, les dorsales, les anticyclones. Et on regarde la prévision à J+5 et J+6. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est éloquent. On voit qu'en fait, si on met sur un podium les résultats, eh ben, les modèles d'IA, ils surpassent tous les modèles. Et le modèle européen,
qu'on appelle donc le modèle AIFS européen issu de l'intelligence artificielle. Il surpasse tous les modèles, il est sur le podium. Le modèle AIFS ensembliste, suivi de son modèle AIFS déterministe, suivi seulement de son modèle physique. Donc le modèle physique, ce n'est pas le modèle IA, c'est l'opposé. Et ensuite, le modèle IA américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur le moyen terme, les modèles d'IA sont performants et ils donnent des résultats qui sont incroyables. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi d'autres paramètres pour lesquels les modèles d'IA sont très bons. C'est aussi sur ce qu'on appelle les forçages tropicaux. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce qu'on appelle forçages tropicaux. C'est par exemple la MJO, il y en a qui sont un petit peu connaisseurs. C'est de l'instabilité qu'on a au niveau de l'équateur et qui impacte les régimes de temps en Europe. Bon, en tout cas, ils sont très bons pour détecter tous ces signaux, les modèles d'IA. Donc quand on dit ça, on se dit finalement, le travail du prévis, il est très simple. Il n'a plus qu'à travailler avec les modèles d'IA. Ouais, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Il y a beaucoup d'angles morts, à commencer par un écueil majeur. Cet écueil majeur, c'est le court terme. Je ne rentre pas forcément dans le détail, sauf s'il y en a qui ont des questions, mais sur le court terme, les modèles d'IA sont inexploitables. Ils ne sont pas bons. Ils ne peuvent pas prévoir des phénomènes locaux, ils lissent les extrêmes. Enfin, ce n'est pas bon du tout. Du coup, ce qu'on utilise, ce sont des modèles physiques. Et typiquement, chez nous, avec Weather Solutions, on utilise un modèle qui est un agrégat de l'ensemble des modèles physiques auquel, par contre, on ajoute une couche d'IA. Cette couche d'IA, en fait, elle va venir s'entraîner sur les sorties du modèle. Et ensuite, il y a un mécanisme d'auto-évaluation qui va lui permettre en fait de revenir sur ses prévisions passées, de les travailler et ensuite de proposer des prévisions futures meilleures. Et là, en l'occurrence, on a fait un test il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois, et les résultats sont probants. C'est-à-dire qu'en fait, sur le court terme, on utilise les les modèles physiques, mais en appliquant une couche d'IA, les résultats sont très bons. Donc ça, c'est pour le court terme. Donc sur le court terme, le modèle purement IA, on ne peut pas l'exploiter. Et puis il y a plein d'autres cas où l'IA n'est pas bonne. Si on regarde prévoir des extrêmes, prenons le cas typiquement de la situation actuelle. Le modèle d'IA, ça a été dit tout à l'heure, les modèles d'IA avaient anticipé cette situation. La synoptique, la pattern. C'est-à-dire que là, seuls les modèles d'IA avaient anticipé cette situation. En revanche, est-ce que les modèles d'IA avaient prévu les extrêmes de température qu'on attend là aujourd'hui et encore les 2-3 prochains jours? Ça, non. Mais finalement, c'est normal, on est à la limite de ce que l'IA sait faire. L'IA, elle s'entraîne sur les données passées. Donc elle est capable de reproduire des synoptiques, des patterns déjà vus, mais elle n'est pas capable, un record, c'est sa définition même du record, il n'est pas capable, avec des données déjà connues, de l'anticiper. Donc là, on est face à un premier écueil. Et il y en a encore beaucoup d'autres d'écueils comme ça. Donc en fait, les modèles d'IA sont très bons sur le moyen terme pour prévoir une grande situation, mais ils ne sont pas bons dans le court terme, dans les extrêmes. Et puis, par exemple, prenons le cas de Noël aussi. À Noël, les modèles d'IA n'étaient pas bons. Il y a eu une baisse de température prévue, si on se souvient, entre Noël et Nouvel An. Les modèles d'IA n'ont pas été bons. C'est le modèle physique qui avait bien anticipé la situation. Là, il y a plein de choses que je pourrais raconter aussi, mais en tout cas, les modèles physiques étaient meilleurs dans ces cas-là. Donc, en fait, pour moi, l'enjeu, c'est pas est-ce qu'on doit travailler avec les modèles d'IA ou avec les modèles physiques? En fait, pour moi, c'est une combinaison intelligente entre les modèles physiques, les modèles d'IA et puis l'expertise humaine. Parce que je l'ai dit au début, l'expertise humaine, c'est la clé. Lui, le prévisionniste, son travail, c'est de détecter toutes les erreurs ou tous les biais des modèles. Typiquement, là, le travail du prévisionniste, c'est ça, il sait appréhender les faiblesses des modèles et il est capable, à partir de tout ce qu'il a à sa disposition, de faire une prévision de plus en plus juste. Merci beaucoup. Pour continuer, pour prolonger ces propos, Ludovic, pour les opérateurs comme Orange d'infrastructures critiques, concrètement, à quoi sert la prévision et surtout, quels sont les apports de l'IA sur la qualité d'anticipation et comment les retours d'expérience permettent de les enrichir? Alors, du coup, ça nous permet pas d'anticiper en réalité si on va aller boire une bière en terrasse, parce que ça nous sert pas beaucoup. En tout cas, ça sert pas beaucoup nos clients. Plus sérieusement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a différents phénomènes météo qui peuvent impacter les opérateurs d'infrastructure. Quand je dis opérateurs d'infrastructure, je ne parle pas que de télécom. Enedis, typiquement le métier d'Orange, c'est le métier d'Enedis et de RTE en même temps.
Voilà, et EDF en même temps. On a des gros data centers qui sont comme une centrale nucléaire. On a des grands cœurs de réseau qui sont comme les lignes très haute tension. Et en même temps, on a une distribution jusqu'à la prise du client qui est comme ce que peut faire Enedis. Ce qui fait qu'on a un métier qui est particulier, c'est qu'on cumule les enquiquineries de chacun de ces métiers-là. Pas de bol. On a donc une sensibilité qui peut être très très large, qui peut être à la chaleur, qui peut être au vent, qui peut être aux inondations, etc. etc. Et la question, c'est comment on peut anticiper. Typiquement, Ciarán et Domingos, deux tempêtes qui ont été très sympathiques en Bretagne, nous ont permis de voir quoi? Elles nous ont permis de... Nous, on est en pleine mutation de réseau. On a la 4G et la 5G qui vont rester pour les réseaux mobiles et on arrête le cuivre pour passer à la fibre optique. D'accord? Donc il y a des mutations technologiques qui sont majeures et ces mutations technologiques nous amènent à des nouvelles expositions et donc on découvre des trucs avec les événements météo. Je vous explique. Ciarán et Domingos est arrivé, sauf que depuis 20 ans, Enedis a fortement numérisé ses postes électriques parce qu'en réalité, ils peuvent faire de la téléaction. Nous, on est passé à la fibre, et donc la fibre, pour que ça puisse fonctionner, il faut de l'électricité. Quand Ciarán et Domingos sont passés, ça a cassé Enedis, qui, en réalité, nous a coupé le courant, et Enedis, pour pouvoir redémarrer, avait besoin de faire des téléactions avec des réseaux télécoms. Vous avez 2 heures. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est important d'apprendre dans la souffrance. Ça s'appelle l'interdépendance des réseaux. En réalité, ça, on l'a souffert. On l'a souffert en Bretagne. On a appris dans la douleur. Et puis, comme nous, on télétravaille beaucoup, notre gestion de crise nationale, en réalité, était en télétravail. Voilà, parce que c'est très, très pratique, sauf qu'il y a plein de gens de la gestion de crise qui étaient en Bretagne. Donc, on n'était plus en crise, on était en métacrise. La crise de la crise. Intéressant, voilà, voilà. Pour info, c'est arrivé cet hiver avec la tempête Niels pour les Pyrénées. Bon, alors, nous, on avait compris, mais Enedis, un peu moins. Pour une fois, on était c'est l'un qui perd ou l'autre qui perd. Bon, ben voilà. Un partout, la balle au centre. Donc ça, il faut bien comprendre, c'est qu'on a de l'interdépendance. Et quand on a vu Ciarán et Domingos, qu'est-ce que nous, on a vu? On a vu Enedis qui sortait des camions de partout et qui les amenait en Bretagne, alors que nous, on était en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, Enedis? Ils vont boire des bières en Bretagne ou quoi? Parce qu'on ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucune cellule de gestion de crise météo à l'époque. Et donc, quand c'est tombé, on a regardé, on a découvert qu'on a une nouvelle vulnérabilité avec la fibre, qu'on n'avait pas anticipé. On a vu qu'Enedis avait anticipé et nous, on ne l'avait pas fait. Et là, on s'est dit, on a un problème, il faut qu'on commence à mettre en place une gestion de crise météorologique. Juste après, bien sûr, on a eu Chido avec Mayotte, voilà, qui nous a fait découvrir de nouvelles choses, encore pire, parce que là, on se retrouve dans une situation de guerre, en réalité, où on a une destruction de 90% des infrastructures. Donc Caen, pour rappel, ça doit être 90% quand les Américains ont rasé Caen ou les Anglais ont rasé Caen à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de télécom. On a une situation insurrectionnelle parce que les gens ont faim. Et en réalité, on a des beaux bateaux qui sont à l'entrée, mais pour pouvoir décharger les bateaux, en réalité, les bateaux sont pilotés par de l'électronique qui dépend de réseau télécom. On doit dédouaner le bateau qui dépend en réalité de réseau télécom. Et en plus, les grues fonctionnent à l'électricité. Et on n'en a pas. Donc, la prévision météo, pour nous, maintenant, c'est essentiel parce que la question, c'est comment on fait en sorte d'anticiper les crises, comment on met des techniciens au repos avant la crise pour qu'ils aient la capacité à travailler juste après, comment on met en sécurité nos techniciens qui travaillent dans la rue. Typiquement, il fait chaud, là, la question, c'est est-ce qu'on les sort dehors en pleine cagnat ou pas. Comment on fait en sorte de déclencher ce qu'on appelle la FIRO chez nous, qui est la force d'intervention rapide Orange, qui est une inspiration totale que Enedis a mis en place. Donc, c'est quoi? Ce sont des techniciens qui sont partout en France, volontaires, pour être déclenchés, pour venir aider, en réalité, un territoire qui se retrouve en difficulté. Et donc, la chaîne météo, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à anticiper toutes ces actions-là, parce qu'il faut amener du matériel, des moyens humains, du matériel, etc. La météo, ça sert à ça. Et en quoi l'IA peut nous servir? J'en viens là. En réalité, l'IA nous vient par rapport à la fiabilité de la prévision à très long terme pour commencer à se dire, est-ce que je prévois 2 tourées ou 3 camions? D'accord. Mais il y a un deuxième aspect, c'est l'impact.
Parce qu'en réalité, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il y ait du vent, ce qui nous intéresse en tant qu'opérateur télécom, c'est est-ce que ça va nous faire mal ou pas. 35 degrés, on sait que ça passe. On n'a pas de problème. 40, on sait que ça passe à peu près. 45, bah, on est à peu près sûr que ça passe pas. Et donc, en réalité, on a des effets de seuil technologiques qui font que, regardez le téléphone mobile, 45 degrés, il ne marche pas. Voilà. Les réseaux télécoms, c'est à peu près pareil. Et donc, en réalité, l'anticipation météo, ça nous permet de comprendre. Et on peut mettre de l'IA à la fois dans les modèles, mais on peut mettre surtout de l'IA. On récupère les sorties de modèles, on fait tourner ces sorties de modèles sur, en réalité, des calculs d'impact d'un jumeau numérique de l'infrastructure pour voir en réalité où est-ce que ça va casser. Et donc, c'est un double enjeu d'utilisation de l'IA, mais en réalité, on s'en fout, nous. Ce qui nous intéresse, c'est quelle va être la tendance météorologique, quelles vont être les bonnes variables, avec une finesse la meilleure possible, pour ensuite, du coup, déployer les moyens humains nécessaires. Oui, humains et matériels. Merci pour ces explications. Et pour continuer, et encore une fois, pour prolonger le propos, Yann, sur la question de l'enrichissement des bases de données qui a un impact majeur pour l'efficacité des outils, comment on s'assure de la haute qualité des données pour ces outils, pour qu'ils soient pertinents, et comment on fait pour, alors ça a déjà été un petit peu évoqué, mais pour garder l'humain dans la boucle, justement, en supervision, en décision ou autre. Donc, dans tout ce que l'on vient d'évoquer, là, en fait, je pense que vous le maîtrisez tous également. Et je pense que pour vous rassurer sur l'IA, vous êtes tous doués d'IA. Parce que quand vous prenez, par exemple, une prévision météorologique, vous allez la critiquer, j'espère. Vous allez regarder plusieurs sources. Donc, déjà, vous faites tous preuve d'IA. Donc, c'est ça qui est rassurant. Donc, l'humain est quand même très riche encore aujourd'hui. Mais quelque part, pour revenir à ce qui a été évoqué, un des plus gros éléments, on va dire, dans l'IA, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, que ce soit les modèles européens, même des modèles d'IA métiers comme ce que vient d'évoquer Ludovic, c'est la data, en fait. C'est tout l'univers de l'IA aujourd'hui, c'est de la data. L'IA ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est d'apprendre sur une data plus ou moins qualitative. Donc, en fait, c'est vrai qu'en météorologie, moi aujourd'hui, effectivement, dans mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que je forme aussi, parce que je forme beaucoup de senior weather forecasters, alors pas forcément en France, mais surtout à l'étranger. Quelque part, c'est la data, la data, la data. Donc, si on a une data qui est à peu près qualitative, on peut avoir des modèles d'IA qui sont relativement performants. Effectivement, le modèle européen, chance, est certainement celui qui s'appuie sur le dataset, donc la data qui va nourrir le modèle d'IA, un des plus performants au monde. Et Erasis, qui va arriver bientôt, va encore faire monter d'un cran certainement l'IA. Et effectivement, les scores, ils sont implacables quand on regarde les performances de l'IA européenne. Donc, quelque part, on est quelque part très riche avec cette data, mais cette data, il faut l'améliorer. C'est ce qui a été évoqué dans la session précédente quand Paul est intervenu. L'observation, la qualité de la data, enlever les biais, la correction. En fait, on retrouve tout simplement les métiers de la météorologie, qui a toujours été la collecte de data, ce qui a été évoqué ce matin aussi au travers de Infoclimat. Infoclimat, c'est ça, c'est le réseau d'observation. Donc, plus on fait monter de data, sans trop non plus refaire du surentraînement de data avec trop d'observations, mais plus on a un dataset de bonne qualité, finalement, le travail de l'IA sera plus performant. Voilà, c'est une petite approche. Merci. Merci. Pour continuer sur la question de transmission, justement, Ludovic, quand on transmet une information, la notion de confiance, elle est importante, alors dans le journalisme ou à l'extérieur, qu'on abordera par la suite. Mais comment concilier avec ces nouveaux outils, cette notion de confiance? Est-ce qu'on doit l'expliquer ou non au destinataire de la prévision? Alors en fait, je pense que le grand public comme le professionnel, ce qu'il attend, c'est pas de savoir en fait quel modèle on a utilisé. C'est plutôt la question, c'est est-ce que c'est fiable et est-ce qu'il y a une expertise derrière. Donc, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, je pense que le grand public, et on l'a déjà vu, il est beaucoup plus éduqué que ce qu'on pense. Donc en fait, il faut expliquer ce qu'est un modèle, il faut expliquer ce qu'est l'IA en météo. Il faut expliquer que c'est un outil supplémentaire d'aide à la décision avec de très bonnes performances dans la plupart des cas, mais que ce n'est pas du tout un arbitre fiable et que l'expertise humaine, elle reste fondamentale pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
Et je pense que la confiance, en fait, il ne faut pas communiquer sur je pense en disant la confiance, c'est je la base sur la fiabilité d'un modèle. Non, pour moi, la confiance, on l'a en développant l'expertise humaine, l'expertise à expliquer l'incertitude et à assumer pleinement la prévision. J'ai complété. Typiquement, nous, on est une boîte technophile. Et à l'arrivée, quand on a commencé à traiter des sujets industrialisation des crises météorologiques, donc avoir des flux météo automatiques, la réaction en bon binaire que nous sommes, biaisé, hein, c'était OK, ben on prend les modèles, POC, ça nous sort une valeur, etc. Et il a fallu un petit peu de temps, mais maintenant, ça a été compris par le top management que non, on a besoin de cette analyse humaine, ne serait-ce pour comprendre, en réalité, pour donner à la fois de la finesse et puis de la pondération dans ce qui est en train de sortir. Parce que s'il me dit 120 ou 140, ou j'ai entre le modèle le pire et le modèle le moins, ma décision n'est pas la même. Et donc, cette expertise humaine, en réalité, voilà, certains top managers arrivent à le comprendre. Et ça montre à quel point, en réalité, on ne peut pas juste se fier à une sortie de modèle. C'est juste idiot, en réalité, de faire ça. On a besoin de profondeur. Un outil parmi d'autres de ce que vous dites. Yann, sur la question des données, les outils, alors ça a été abordé précédemment, sont entraînés avec des données déjà existantes. Donc en fait, on se base sur ce qui s'est déjà passé. Dans quelle mesure c'est fiable et c'est pertinent d'utiliser des modèles de prévision avec ces données-là passées, et dans quelle mesure, comment c'est possible d'utiliser des données pour avoir peut-être des phénomènes extrêmes également envisageables? Ce qu'il faut voir dans l'IA, ce qui a été évoqué, on entraîne l'IA avec des données du temps passé, hein, ou des réanalyses du temps passé, ce qui donne des résultats en fait. Mais l'IA ne sait pas faire une prévision météo. L'IA ne sait faire qu'une reconnaissance de ce qui s'est produit dans le passé pour reproduire dans le futur globalement ce qu'elle peut attendre. Et effectivement, les scores sont implacables. Quelque part, le fait est que l'IA, c'est bien, mais elle apprend sur le temps passé. Et si on prend le temps passé, aujourd'hui, le temps passé, quand on a vu ce qui est... Enfin, je vais rebondir sur ce qu'on a vu ce matin, parce que c'est très enrichissant finalement. Le temps passé, c'est quoi? C'est qu'une dérive vers des hauts. Et quelque part, la question qu'il faut se poser sur les IA qu'on utilise, même sur GraphCast ou même le modèle européen, ce qui est important, c'est la base d'entraînement. C'est-à-dire quelle profondeur de data je vais prendre pour entraîner mon modèle. Et quelque part, si on prend le temps futur qui nous attend, si on prend par exemple l'événement que vous avez tous en tête, j'espère pour vous, c'est El Niño qui arrive pour la fin de l'année, la question de se poser, c'est l'IA qui va me prévoir le temps pour 2027, c'est dans quel cadre que l'on l'a entraîné? On l'a entraîné sur un temps passé qui ne va pas se produire sur ce qui va nous arriver, on va dire, en 2026-2027. Donc quelque part, qu'est-ce que vaut une IA du temps passé pour prévoir un temps futur qui est en train de nous échapper? Parce que ce qu'il faut voir ce matin, ce qu'a évoqué Serge, effectivement, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc, en fait, on est en train d'utiliser des outils du temps passé pour prévoir le temps futur. Donc, pour l'instant, on est tous en train de se satisfaire en se disant, ouais, l'IA, c'est génial, pour faire des prévisions à court terme, effectivement, statistiquement, pour reconnaître que son erreur quadratique, elle est implacable. Ceci étant, moi, je ne l'utiliserai pas. Et malgré tout, je la regarde également. Je regarde les autres IA qui fonctionnent. Je fais même mes modèles d'IA sur des modèles météorologiques qui sont les mêmes que le CMWF, mais pas forcément avec les mêmes moyens. On peut faire de l'IA sur des petits phénomènes également, mais quelque part, je suis à très court terme dans l'utilisation de mon IA, c'est-à-dire je suis à 10-12 jours, mais je ne vais pas aller me dire que comment j'appréhende l'année prochaine le caractère du temps sensible qui va se mettre en place, sachant que ma donnée d'environnement, ma donnée climatologique que je vais utiliser en termes d'entraînement, elle est quoi? Je vais prendre une base à 10 ans, je prends une base à 20 ans, ou alors si on prend le travail des climatologues, quand on travaille en climatologie, c'est 30 ans. Si on dit qu'on prend 20 ans, c'est malheureux. Enfin, on ne fait plus de la climatologie. Bah oui, effectivement, mais là, aujourd'hui, je serais tenté de vous dire, prenons que les 5 dernières années pour faire nos entraînements de modèles d'IA. Et à mon avis, c'est largement suffisant. C'est comme ça que j'appréhende aujourd'hui, moi, l'IA. C'est-à-dire que c'est un bel outil, ça c'est génial. On peut faire plein de choses avec. Je fais du sémantique, je fais de l'entraînement de modèles, de la modélisation, on fait de la détection de phénomènes en no-casting, en prévision immédiate. Mais quelque part, il faut s'en méfier. C'est-à-dire que l'humain, effectivement, est certainement le cœur de la prise de décision. C'est-à-dire critiquer, observer, peser les patates, comme tu as évoqué tout à l'heure. Ça, c'est clair, 140, 160. Appelez-moi un humain tout de suite pour prendre la bonne décision. On préfère une erreur humaine qu'une erreur machine.
Et je ne sais pas, dans nos systèmes, si on laissera à un moment donné l'IA piloter tout toute seule, parce qu'on risque d'avoir de grosses surprises sur les phénomènes extrêmes. L'IA ne sait pas voir l'extrême. D'accord? Ça, il faut bien l'avoir en tête. Elle ne sait pas. Le sous-jacent de l'IA, c'est qu'en réalité, les outils statistiques dont on dispose, donc les outils mathématiques, vous vous rappelez les courbes de Poisson au lycée, des trucs comme ça? En réalité, ça permet en réalité d'avoir une distribution de la météo possible dans le temps et dans l'espace. Et ça, en réalité, les extrêmes, en réalité, quand on a une distribution, elle doit être stable dans le temps. Avec un climat qui galope, la distribution n'est pas stable. Et donc, les extrêmes valeurs, les valeurs extrêmes, statistiquement, on ne sait pas les faire ressortir. On a un problème mathématique sous-jacent. C'est bête, hein, mais c'est même pas une histoire de capacité d'IA. C'est mathématiquement, on n'a pas les outils. C'est ballot. Et pour aller plus loin, non, tu peux garder le micro, pour aller plus loin sur Ouais, je les parle questions, on a évoqué les questions, les questions européennes en particulier. Tu évoquais la question de l'érosion de la qualité de certains outils. Juste dans la table ronde précédente, on parlait des États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer la prévision comme un actif stratégique pour un pays, et à savoir maîtriser la chaîne de prévision? Alors déjà, on fait un peu d'histoire. Pourquoi on fait de la météo? Alors, option 1, pour aller boire des bières sur les terrasses, comme pour Serge. Voilà. Option 2, pour faire autre chose. Et grosso modo, on a fait ça en réalité pour la guerre, en réalité. La plupart du temps, la guerre a toujours été, enfin, en réalité, la météo a été un actif décisif pour faire la guerre. Et donc, historiquement, on a beaucoup fait de météo pour faire la guerre. Ce qu'il faut bien comprendre d'un point de vue global, aujourd'hui, on est sur des trajectoires du GIEC qui sont les scénarios SSP1, SSP3, SSP4 en termes de trajectoire socio-économique. Dit autrement, on veut ce qu'on trouve souhaitable, c'est les rivalités régionales et c'est les inégalités. Ça va nous amener quoi? Une concurrence massive entre les États. Et aujourd'hui, la data météo, elle est commune à tout le monde. La question, c'est cette donnée commune, ce commun, est-ce qu'il va rester? On ne sait pas. Aujourd'hui, on a moins de ballons sondes. Enfin, il y a quelques mois, on avait moins de ballons sondes au-dessus de l'Antarctique parce que Donald, il avait dit envoyez plus les ballons sondes. Et ça a dégradé un peu les prévisions. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on aura toujours ces mêmes capteurs? Sur le territoire européen, peut-être si on arrive à se mettre d'accord. Au niveau mondial, pas complètement sûr. Et donc ça va poser des questions, quoi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc ça, c'est une histoire de données. Déjà, partager la donnée. Mais faisons l'exercice de penser, on arrive à préserver ça. OK, maintenant, on fait des modèles physiques ou d'IA, peu importe. Où est-ce qu'on les fait tourner? On les fait tourner dans des data centers qui sont en France, en Europe, à travers le monde. On se base sur les modèles qui sont nos propres technos, des technologies qui sont à l'extérieur. Donc, en réalité, quelle est la souveraineté que l'on veut sur ces modèles? Ça, c'est une question. Et en même temps, ces mêmes data centers, en réalité, les équipements qui sont à l'intérieur, ils sont construits où? À Taïwan, etc., etc. Donc, la question de qu'est-ce qu'on veut garder comme main sur nos outils, à la fois de collecte de données et à la fois sur les process de calcul, le logiciel et le matériel, c'est un actif qui va être stratégique, en effet. Parce que comment on arrive à garantir ou à préserver ou à faire en sorte de vivre des crises de manière à peu près sereine en ayant de la prévisibilité météo? La prévisibilité météo, c'est quoi, hein? C'est faire en sorte que quand il fait pas beau dehors et quand c'est vraiment pas agréable, on puisse mettre les gens en sécurité. C'est ça en été l'objectif, au lieu de se taper sur la figure, au moins se mettre en sécurité. Et donc la question, c'est que dans un climat instable, comment on arrive à préserver cet actif-là? Et là, il faut qu'on arrive à intellectualiser ça pour qu'on se dise, voilà. Il faut bien avoir conscience également que si demain on donne nos prévisions à Google, à Nvidia ou à d'autres, ça veut dire qu'on est comme ça avec eux. S'ils nous disent je veux pas, on n'a pas. Et pire, c'est que ça veut dire que les capteurs sont des données publiques et tous les modèles sont privatisés. Or, moi j'aurais tendance à séparer la bonne IA, le mauvais chasseur et le bon chasseur. D'accord? Vous avez pareil la bonne IA et la mauvaise IA. Pour moi, la mauvaise, petite personnelle, hein, information personnelle, la mauvaise IA, c'est l'IA qui sert mon propre intérêt industriel personnel versus la bonne IA qui en été une IA qui sert le bien commun. La météo, c'est un bien commun. Alors, ouais. C'est une belle utopie. Le bien commun, j'aimerais y souscrire, mais j'ai du mal à y souscrire. J'y crois plus trop, malheureusement, quand je vois ce qui se passe.
Donc, pour revenir à ce schéma d'IA et de garder une certaine autonomie sur l'IA, je vous invite à acheter enfin, je ne pourrais pas faire de publicité, mais acheter un MacBook Pro. Vous stockez, vous faites monter un modèle open source d'IA. Il y en a des très bons. Il y a des Chinois. Bon, peut-être là, il y a des portes dérobées qu'on ne maîtrise pas, donc évitez. Mais on a du français qui fonctionne. Il vaut à peu près un bon Open Chat GPT de l'année dernière. Donc, on a un beau vecteur à peu près avec 14 milliards de vecteurs d'apprentissage statistique. Vous stockez ça chez vous et vous dialoguez en local avec votre IA que vous allez enrichir avec ce que vous avez envie de lui confier. Ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous pouvez faire fonctionner votre IA en local chez vous. C'est ce qu'on est en train d'évoquer. C'est ce que j'ai évoqué il y a 2 jours, notamment dans l'univers de la course au large, qui est un bel univers, on va dire, de performance, où avec les skippers, ce qu'on est en train de se dire, c'est l'IA, mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller accéder à une IA à terre. Vous pouvez faire fonctionner, et on va y arriver très rapidement, à une IA souveraine sur votre bateau, en pleine mer, au large. Effectivement, il faut quand même un peu de data pour la faire fonctionner, mais quelque part, ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir un contexte qui est très intéressant, c'est-à-dire on peut se donner des moyens d'IA souveraine en France. Donc une fois que le moteur est stocké sur vos machines, chez vous, vous avez tout loisir de faire fonctionner de l'IA tranquille, sans aller recourir aux GAFAM et autres. Donc on a une certaine liberté, mais il faut s'organiser pour apprendre à être libre. Merci pour toutes ces réflexions et ces quelques clés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons le temps pour 1 ou 2 questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Je me demandais à quel point, dans les prévisions qu'on voit actuellement au jour le jour, l'IA est-elle intégrée dans les modèles actuels? Est-ce que ça prend la forme de ce qu'a décrit M. Lagrange avec l'agrégation de modèles physiques avec des surcouches d'IA, ou est-ce qu'on est sur des utilisations un petit peu plus importantes? Je pensais surtout au phénomène à ce qui nous aide à la décision pour les vigilances. Dans le travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, dans le travail du prévisionniste, en fait, il se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, on regarde les grands patterns avec la plupart des modèles, qu'ils soient d'IA ou physiques. La place de l'IA, je ne saurais pas la quantifier. En fait, c'est encore une fois, c'est l'expertise du prévisionniste qui décide s'il décide de suivre l'IA ou de pas suivre l'IA. Typiquement, là, la situation qu'on a en ce moment, qu'on vit actuellement, on avait 2 options. Soit l'IA, soit le prévis décide de suivre l'IA parce qu'il sait que dans cette situation précise, l'IA est bonne. Or, et là, je vais nuancer du coup le propos, on est dans une situation au carrefour de plusieurs influences actuellement. Et c'est exactement, enfin, c'est pas la même situation, mais à Noël, on était dans une situation au carrefour de plusieurs influences. Et typiquement, l'IA était mauvaise. Là, cette fois-ci, on est à nouveau dans une situation au carrefour de plusieurs influences et l'IA avait raison. Donc en fait, je ne peux pas quantifier de quelle manière on utilise l'IA. En fait, on regarde tous les modèles, on analyse tous les modèles et l'expérience du prévis, ensuite, elle est intégrée. Sur le court terme, en revanche, oui, pour les data, mais vraiment pour du très court terme, et c'est ce qu'on délivre à nos clients, on a une couche d'IA qu'on applique sur les modèles physiques. Et les résultats sont très bons, là, en revanche. Merci. À long terme, on joue une moyenne statistique. Et là, l'IA, elle est redoutable. Parce qu'en fait, tu as ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la fameuse courbe. Tu prends essentiellement le centre de la courbe, donc tu enlèves les extrêmes, donc tu joues gagnant. Sur le court terme, en fait, dans l'extrême variabilité de la météo que l'on observe, dans les phénomènes d'orage que l'on peut avoir, dans ce genre de phénomène, et en fait, dans l'extrême, l'IA a énormément de mal parce que c'est une moyenne. D'accord ? Donc, si tu comprends que la moyenne, en fait, est un frein à comprendre l'exceptionnel, ça peut te permettre de comprendre que dans des situations exceptionnelles, l'IA sera très mauvais conseil t'apporter des éléments d'aide à la décision. En fait. Alors, moi, je vais juste expliquer un petit peu plus dans le détail. Pourquoi on n'utilise pas sur le court terme ? Parce que, en fait, il y a 3 le modèle d'IA, c'est pas un modèle météo en fait. Un modèle météo, il utilise ce qu'on appelle des équations de la thermodynamique. Là, en fait, c'est juste une statistique. C'est-à-dire qu'en fait, il peut représenter une situation qui est normale en apparence, mais violer complètement la physique. C'est-à-dire que sur le court terme, on ne peut pas l'utiliser. Et ensuite, ce qu'on appelle la maille, c'est-à-dire en fait le degré de finesse de la prévision, c'est très large. C'est-à-dire qu'en fait, les extrêmes, il ne peut pas les capter et il lisse tous les phénomènes locaux. Donc en fait, pour ces 2 raisons-là, on ne peut pas utiliser l'IA sur le court terme. Ensuite, pour répondre effectivement à la question sur les extrêmes, il apprend sur des choses connues, donc il est capable de représenter des patterns déjà vus, mais il ne sait pas anticiper de l'exceptionnel.